Ce soir, on va parler pas mal de qualité logicielle. Pas uniquement, en fait, on va parler aussi de ce qui se passe dans les entreprises au niveau de la gestion justement de cette qualité logicielle, des différents profils, donc pas uniquement du côté développeur, mais un petit peu, on va regarder tout ce qui se passe à côté. Du coup, juste première question, qui est-ce qui parmi vous est développeur ici? Ok, pratiquement tout le monde, mais pas que. Et les autres, du coup, vous êtes quoi? Vous êtes... Ah d'accord, mais développeur du coup pour la suite. D'accord, ça marche. Bon, de toute façon, dans tous les cas, ça. Donc, je vais pas trop creuser dans les détails vraiment techniques. Je vais pas paraphraser clean code de Oncle Bob ou quoi que ce soit. Donc, ça va être vraiment rester en surface, mais voir tout ce qui va nous aider justement à faire de la qualité en termes de pratique et tout ce qui se passe au niveau des indicateurs autour de ça. Donc pour me présenter rapidement, donc moi je suis Arthur Magne, donc je suis cofondateur et CTO chez Promise. Donc Promise, on est une start-up en fait qui est issue du laboratoire de recherche de Bordeaux en informatique, qui maintenant a 3 ans. On est basé sur Bordeaux, on est 4 et on est spécialisé justement dans tout ce qui tourne autour de la qualité logicielle, dans tout ce qui est méthode de gestion au quotidien en fait de la qualité logicielle. Et à partir de ça, on a développé une plateforme qui s'appelle Themis, etc. Bon, je vais pas faire la pub sur moi. Tout premièrement, en fait, je vais pas mal parler de software craftsmanship. Donc, je sais pas si tout le monde sait déjà ce que c'est que le software craftsmanship. Normalement, en fait, j'ai une partie présentation un petit peu d'historique de ça, mais notre ami Monsieur Faure a déjà fait un meet-up le mois dernier justement sur le software craftsmanship, qui était très intéressant et qui présentait justement tout ça. Donc, tout ce qui est important pour nous, c'est de resituer un petit peu ce que c'est. Le mouvement software craftsmanship, c'est quelque chose qui a déjà plus d'une dizaine d'années, en fait, qui existe depuis encore plus longtemps. Et c'est un mouvement en fait qui prône différentes valeurs, comme la responsabilisation justement de toute équipe de développement, l'autonomie, le côté amélioration continue et en recherche en fait constante d'excellence technique. Donc le but, ça va être vraiment de travailler pour s'améliorer en continu sur cette excellence technique. Software craftsmanship, ça veut dire artisanat logiciel. Donc le but, en fait, tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une métaphore entre le métier de développeur et la discipline d'artisanat. Donc le côté compagnonnage, on apprend tout le temps dans notre vie. Donc quand on sort de l'université ou de n'importe quelle école, là on rentre dans le monde réel des entreprises et en fait on va commencer à se former sur beaucoup de choses à partir de ce moment-là. Et donc toute notre vie, en fait, on va passer notre vie entière à se former en continu. Et c'est justement ça qui est important, c'est comment est-ce qu'on fait pour se tenir à jour sur tout ce qui est nouvelles techno, nouvelles pratiques, etc. dans le monde du développement. Il y a un manifeste qui est sorti du coup, un manifeste pour le software craftsmanship, donc ça date de 2009. Là, je le resitue très rapidement. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend les 4 fondements du manifeste agile, donc les logiciels opérationnels, adaptation au changement, individu, interaction et collaboration avec les clients. Et en fait, il va rajouter des valeurs très importantes sur ces premières valeurs du manifeste agile. Donc on ne parle pas uniquement de logiciels qui soient opérationnels, mais on veut aussi des logiciels évidemment qui soient bien conçus et qui soient maintenables dans le temps, donc pas quelque chose qui marche bien maintenant mais qui va tomber dans les quelques mois qui viennent. Pas seulement adaptation au changement, mais l'ajout constant de valeur. Donc là, en fait, le but, ça va pas être dans des sprints de stacker des tâches fonctionnelles et de rajouter du fonctionnel, mais en même temps qu'on rajoute du fonctionnel, on doit rajouter une valeur technique là-dedans. Donc ce qu'on doit rajouter, ça doit être testé, ça doit être de bonne qualité, ça doit être maintenable et évolutif dans le temps. C'est vraiment ça qui est important. C'est vraiment pas oublier justement toutes ces valeurs techniques qui vont arriver là-dessus. Pas seulement les individus, mais une communauté de professionnels. Donc pas seulement les échanges, mais vraiment créer une vraie communauté, comme ce soir, où il y a pas mal de monde qui puisse échanger là-dessus, partager, faire des retours d'expérience, c'est vraiment ça qui est important. Et bien sûr des partenariats productifs avec les clients. Donc il faut apprendre en fait à dire non au client, à lui expliquer que nous on est professionnel dans notre métier et quand on lui dit justement qu'il y a quelque chose qu'on est obligé de faire à ce moment-là parce que niveau technique ça va pas passer, il faut pouvoir échanger avec le client justement et pouvoir vraiment avoir un partenariat avec lui et pas être juste dans une position d'exécutant. C'est vraiment ça qui est important. La question c'est qu'est-ce qui s'est passé 10 ans plus tard, parce qu'en fait ce manifeste du coup il date de 2009. Maintenant en 2019, comment ça a évolué dans les entreprises? Est-ce que les gens justement se sont mis à récupérer pas mal de valeurs et ont essayé justement de travailler dessus? Donc là ça fait pas longtemps en fait que je suis arrivé dans le monde de l'informatique, ça fait 4 ans que j'ai terminé mes études et que je suis rentré vraiment qu'on a créé la startup directement. Mais depuis 4 ans, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on rencontre beaucoup d'entreprises en France et on leur pose toujours la même question, qui est comment est-ce que vous gérez votre qualité logicielle? Comment est-ce que vous êtes organisé? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme indicateur? Comment ça se passe? Comment est-ce que vous gérez ça au quotidien, etc. Donc c'est assez intéressant parce que depuis 4 ans, ça nous a permis d'avoir un petit panorama un petit peu de comment ça a évolué à ce niveau-là et comment les entreprises géraient,
plus ou moins bien justement leur qualité logicielle. Donc c'est pour ça que ça a permis, voilà, depuis 4 ans, de faire un petit panorama quand même de ce qui s'est passé. Premièrement, en fait, si on regarde pas au niveau des entreprises, mais vraiment au niveau de la communauté de développeurs, au niveau de cette phrase-là, voilà, d'avoir une communauté professionnelle, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a vraiment évolué sur les dernières années, parce qu'on a pas mal de choses qui se sont créées en fait. Donc on a pas mal de groupes, le groupe Okiwi sur Bordeaux du coup qui a organisé ce meet-up, qui représente je crois 450 ou 500 personnes à peu près. Tu me dis si je me trompe Fabien. Mais voilà, qui commence à représenter pas mal de monde, que ce soit sur Bordeaux ou dans d'autres parties de France. Tout ce qui est Jug, Software Crafters à Paris, etc. Donc il y a beaucoup de groupes en fait qui ont émergé un petit peu de tout ça et qui nous permettent d'échanger, d'avoir des retours d'expérience sur tout ça. On a tout ce qui est meet-up, donc comme ce soir, il y en a de plus en plus à Bordeaux, sur des technos en particulier, sur du PHP, du JS, etc. Ou sur tout ce qui est pratique, comme celui-là ce soir. Tout ce qui est Brown Backbench, des BBL, donc des personnes qui viennent dans les entreprises entre midi et 2 pour faire une présentation d'1 heure et faire un retour d'expérience ou justement parler de DDD ou d'autres choses. C'est quelque chose qui avait très peu quand nous on a démarré la start-up à Bordeaux, il y a 3-4 ans. Et maintenant il y en a de plus en plus. Donc on n'est pas très nombreux sur Bordeaux justement à faire ça, mais c'est de plus en plus demandé par les entreprises. On a des entreprises qui pratiquement chaque semaine en fait essayent d'organiser des BBL sur Bordeaux. C'est déjà vachement avancé sur Paris. Sur ça, ils sont vraiment assez costauds, donc ils font beaucoup de BBL. Sur Bordeaux, quand même un peu moins, c'est un peu moins connu, mais ça arrive vraiment sur les 2 dernières années, on a vu vraiment une évolution là-dessus. Tout ce qui est coding dojo, donc c'est aussi des choses qui sont organisées notamment par Okiwi sur Bordeaux. Le but, ça va être d'apprendre de nouvelles pratiques, de faire par exemple du TDD avec des personnes qui en font pas mal en milieu industriel, et justement de pouvoir comprendre comment ça se passe, pouvoir travailler sur des pratiques d'architecture, des choses comme ça. Et tout ce qui est conférences, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui grandit pas mal. Si on prend l'exemple par exemple de BDX.io, l'an dernier il y avait 500 participants, cette année ce sera au Palais des Congrès, il y aura 900 participants. Donc en un an on a presque doublé la taille de cet événement. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est des choses qui arrivent de plus en plus. Donc il y a plein d'autres événements sur Bordeaux qui sont super intéressants. Donc maintenant on va faire un peu plus le focus justement sur cette partie vraiment orientée technique, donc tout ce qui va tourner autour de la qualité logicielle vraiment. Donc, si on reprend cette valeur, donc pas seulement des logiciels opérationnels, mais des logiciels qui sont bien conçus, ça soulève pas mal de questions. Qu'est-ce qu'on entend par là, en fait, un logiciel qui est bien conçu ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment, le métier de développeur, c'est un métier de création. Des logiciels, il y a des milliers de manières de faire le même logiciel, donc de bien à pas bien, etc. Donc, tout ce qui va tourner autour de la création, ça va être vraiment cette partie pratique qu'on va mettre autour du développement. Donc pas juste d'avoir des compétences techniques, mais comment est-ce qu'on met ça en place, qu'est-ce qu'on fait pour communiquer justement dans l'équipe, etc. Donc c'est là où vraiment, en tant que développeur, on a une responsabilité qui est plus grande que juste d'être un exécutant et juste d'exécuter ce qu'on nous demande de faire. Mais on doit vraiment prendre part en fait à pas mal de choses dans les équipes, pas mal de décisions. Et justement, on a un vrai rôle à jouer parce que c'est souvent sur nous en fait que reposent des entreprises qui ont tout leur patrimoine IT en fait, qui est vraiment ça leur valeur. Prenez l'exemple des sites e-commerce ou quoi que ce soit. C'est vraiment super important d'être vraiment performant sur la partie qualité. Le but, c'est d'éviter justement pour les futurs développeurs, donc les personnes qui vont arriver derrière nous, à chaque fois qu'ils ont une feature à faire ou un bug fixe, de passer leur temps en fait à essayer de comprendre ce que faisait le code, de passer leur temps à toucher quelque chose, est-ce que ça casse justement des problèmes justement, que ça engendre beaucoup de régression derrière, etc. Donc le but vraiment quand on code en fait, c'est de penser aux générations futures ou du moins aux prochains développeurs qui vont passer là-dessus. Donc là, je prends une jolie quote justement qui date de 1980. Le but, voilà, c'est vraiment de maintenir un code qui soit propre et évolutif pour l'avenir. Et on ne se concentre pas juste à sortir du fonctionnel et quelque chose qui plaît au client fonctionnellement, mais derrière en fait qui soit pas évolutif. Le risque, c'est justement ça peut faire tomber des entreprises en fait qui sont complètement bloquées, qui peuvent plus évoluer et qui sont obligées de tout réécrire. Et dans ce cas, elles perdent 3 ans en fait de développement. C'est souvent, alors c'est pas mal de choses qu'on a vu du coup, que ce soit sur Bordeaux ou en France, des entreprises qui ont été obligées de tout réécrire en fait ce qu'elles avaient fait un ERP sur 3 ans et qui sont encore en train du coup maintenant de ramer pour essayer de réussir à réécrire ce truc-là parce qu'elles étaient vraiment dans un état bloqué où elles pouvaient plus rien faire à cause justement de la dette technique qui s'était accumulée. Donc quand on parle de qualité logicielle, on entend souvent beaucoup de choses. En fait, la qualité logicielle, ça peut englober tout ce qui est performance, expérience utilisateur, etc. Moi, je vais vraiment faire le focus sur la partie vraiment technique. Donc, évidemment, tout le monde a sa définition de qualité logicielle ou de dette technique, etc. Mais là, je vais vraiment faire le focus sur cette partie orientée technique. Pour moi, du coup, il y a vraiment une partie qui est importante, qui est l'architecture, qui est vraiment le socle
du logiciel. Donc c'est à partir de ça en fait que se base un petit peu tout ce qu'on va faire derrière, tout ce qui est évolution, etc. Une partie qu'il faut surtout pas négliger évidemment, qui sont les tests, et la partie sur laquelle je vais faire vraiment le vrai focus, qui est la partie clean code. À partir de ça, en fait, on a tout un ensemble d'indicateurs qui vont arriver, et c'est là justement où on va se poser les questions de est-ce que ces indicateurs sont pertinents, est-ce qu'ils sont bien utilisés, qui doit les regarder, qui doit justement essayer de driver des choses à partir de ces indicateurs. Donc c'est vraiment la vraie question qui va se poser derrière ce qu'on appelle la qualité logicielle. Si on regarde au niveau de l'architecture, la question qu'on va se poser en fait sur ces différents axes, ça va être comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer en continu? Comment est-ce qu'on fait en tant que développeur pour toujours être meilleur sur la partie architecture, pour toujours être meilleur sur la partie test ou sur la partie clean code? Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut avoir comme indicateurs qui vont nous guider justement plus ou moins vers la bonne direction? Ce qu'on sait sur l'architecture, en fait, c'est qu'il n'existe pas d'outils miracles actuellement. Ou alors sinon, il faudra me le dire à la fin de ce meet-up, hein, mais qui vont justement nous retourner des indicateurs sur notre architecture, en dehors de tout ce qui va être couplage et qui va nous dire, voilà, votre truc est vachement dur justement à coupler, etc. Ça va être vraiment quelque chose qui va passer par de l'échange avec les différentes personnes. Donc tout ce qui va être pair programming, les revues de code, des revues de conception, où justement on va pouvoir échanger avec des personnes qui sont déjà un petit peu expérimentées là-dessus, qui ont déjà essayé quelques types d'architecture, ou alors nous-mêmes en fait on peut s'expérimenter. Lors de Coding Dojo justement, actuellement il y a pas mal de choses sur l'architecture hexagonale, les microservices. Donc là si on veut essayer de transformer un monolithe en microservice, ça va être vraiment ça qu'il va falloir faire, ça va être se rendre à des événements, commencer à échanger un petit peu là-dessus. Et bien sûr on a toute une partie lecture et apprentissage qu'on peut faire un petit peu nous-mêmes à ce niveau-là. On va pouvoir regarder de manière théorique à quoi ça doit ressembler. Mais bon, c'est toujours bien de rentrer dans la pratique et de s'essayer sur des vrais projets pour s'améliorer là-dessus. Mais vraiment, sur cette partie, je passe pas vraiment beaucoup de temps sur la partie architecture parce que justement, il n'y a pas beaucoup de choses en plus qu'on peut faire à ce niveau-là. Sur la partie des tests, là, on commence à avoir pas mal de choses qui vont être intéressantes. Les tests, du coup, donc il y en a plusieurs sortes. Et évidemment, il y a cette pyramide des tests, je ne sais pas si vous la connaissez tous, on la retrouve assez souvent. Maintenant, ils ont même mis des tests système entre intégration et IHM. Ce qu'on a en fait, ça va être une grosse base de tests unitaires qui vont être les tests les plus faciles à écrire, les plus faciles à maintenir, donc c'est ceux qui coûtent le moins cher. Et on a vraiment un socle en fait qui va nous permettre de tester unitairement chacune de nos fonctions, chacun de nos petits composants. Et au moins, on sait qu'unitairement, ce que fait la fonction, c'est bien ce qu'elle doit faire. Ça, c'est vraiment la base. À partir de ça, on a des tests d'intégration qui vont permettre de voir si ces composants communiquent bien ensemble et s'ils fonctionnent bien ensemble. On a vu pas mal d'entreprises faire que des tests unitaires et pratiquement jamais de tests d'intégration. Et ça peut être une vraie erreur parce que justement après, quand on intègre un petit peu tout ça, surtout quand on est sur des équipes qui sont des fois délocalisées, on va avoir des vraies problématiques quand on va intégrer tout ça ensemble. Et enfin, on a les tests les plus coûteux à mettre en place qui sont les tests d'IHM, donc les tests fonctionnels, où on peut soit les automatiser avec différents outils, où on va justement automatiser des scénarios et ça va nous permettre de savoir si au niveau fonctionnel, notre logiciel fait ce qu'il doit faire. Ou alors on peut faire appel à différentes équipes qui vont faire ces tests manuellement. Donc là, c'est toujours à peu près 50-50 dans les différentes boîtes, où on a des gens maintenant qui font appel à des équipes qui sont en offshore, donc qui sont moins chères, au Madagascar, etc., et qui font toute cette partie test fonctionnel derrière, parce que c'est encore moins cher que s'ils avaient à les coder eux-mêmes. Donc il y a pas mal de choses on voit pas mal de choses arriver justement sur Bordeaux là-dessus, et c'est assez marrant. Si on oublie de faire les tests d'intégration, en fait, on peut arriver sur des cas un petit peu comme ça, où on a testé notre robinet, on a testé notre lavabo, mais en fait, les deux ensemble ne fonctionnent pas du tout. Et c'est pour ça qu'on peut avoir pas mal de problèmes qui arrivent un peu tard, une fois que justement on a foutu le truc en prod. Et c'est pour ça que c'est important justement de mettre des tests dans la globalité à ce niveau-là. Ce qui est intéressant sur les tests, c'est qu'il y a une corrélation négative qui est assez forte en fait entre le nombre de tests et le nombre de bugs. Plus vous avez de tests, moins vous avez de bugs. Donc ça, c'est différentes études qui l'ont prouvé. Et c'est un indicateur, bon déjà, on aurait pu s'en douter, hein, mais c'est intéressant déjà parce que ça nous donne le premier indicateur là-dessus. Ça veut dire, sur votre projet, combien il y a de tests en fait? Est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup par rapport au nombre de lignes de code ou alors est-ce qu'il y en a une vingtaine sur un truc qui a 5 ans? C'est déjà le premier indicateur en fait qu'on peut remonter là-dessus. Le but, ça va être de creuser un petit peu. Et on arrive sur ce super indicateur, j'imagine que tout le monde adore, la couverture de code. Alors la grosse question qu'on se pose là-dessus, c'est comment est-ce qu'on utilise cet indicateur et à quoi il sert vraiment en fait. La couverture de code, c'est en fait des outils qui vont nous permettre de savoir quelles sont les lignes de notre projet qui sont exécutées lorsqu'on lance ces tests. Donc là en fait, ce qu'on voit en vert, c'est par là où passent les tests. Donc on sait qu'on a appelé cette méthode et qu'on est rentré dans ce truc-là, puis dans ce case-là.
mais on n'est pas rentré dans ce cas-là et puis on est sorti. Voilà. Ce qui est important, c'est que ça ne veut pas dire que cette partie-là est testée, ni cette partie-là. Ce qui est important, c'est que ça veut dire que cette partie-là n'est pas testée. Donc en fait, il faut la regarder plutôt à l'inverse, cet indicateur. Donc il faut regarder plutôt les parties qui ne sont pas testées, qui ne sont pas couvertes par les tests, et se dire, bon, ça c'est un batsman en fait. Ça veut dire que cette partie-là, on est sûr qu'il n'y a pas de test qui passe par là. Et par contre, sur les autres, on est sûr que des tests passent par là, mais est-ce que c'est vraiment testé ou est-ce qu'on a juste fait un appel avec un assert trou derrière? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Ce qui est dangereux, c'est qu'on peut arriver du coup à des très forts taux de couverture de tests avec des tests qui sont tout pourris et qui font capter en fait des getters, des setters, etc. Bon, ça aussi, c'est des choses qu'on a vu pas mal malheureusement. Justement, quand on a des objectifs là-dessus, que tout ce qui est indicateur sur la couverture sont contractualisés, on dit il faut au moins 100% de couverture ou 80% de couverture, et on se retrouve avec plein de trucs où quand on regarde des tests, en fait, c'est juste une horreur, parce que les tests, en fait, ils font capter plein de bouts de code, mais ils testent pratiquement rien. En fait, c'est encore plus dangereux, de notre point de vue, hein, que si on n'avait pas de test du tout. Parce que du coup, on a l'impression que cette partie de code est couverte, qu'on peut faire des refactos dessus, qu'on peut faire des modifications, sans que ça casse rien. Les tests continuent à passer, mais en fait, les 3/4 des cas qui étaient derrière n'ont pas été testés, et du coup, on a cassé quelque chose, les tests passent quand même, ça part en prod, et en fait, c'était une catastrophe. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important sur cet indicateur, c'est qu'il faut l'utiliser plutôt à l'inverse. Vraiment regarder ce qui n'est pas couvert, et pas faire confiance vraiment aveugle à la couverture de test. À partir des tests, il y a des pratiques qui sont apparues. Donc, celle-là, c'est que j'imagine pas mal de monde connaît du coup ici. Le TDD, donc le fait de faire le test en premier. Là, c'est super intéressant, je trouve, parce que ça amène vraiment une pratique sur notre manière de développer. Donc vraiment, on va complètement changer notre manière de faire du code. Même si il y a 6 mois, on connaissait par cœur un framework, par exemple. Si on se met à faire du TDD, on va complètement changer justement notre manière de produire du code. Le but du TDD, donc en premier, ça va être d'écrire un test qui répond à la première spécification un peu générale qu'on nous donne. Cette fonction, elle doit faire ce truc-là. Donc elle a ça en entrée et elle doit avoir ça en sortie. Donc tout ce qu'on fait, c'est qu'on écrit un test qui correspond à la spécification et on dit, alors cette fonction, quand elle a ça en entrée, elle a ça en sortie. Donc c'est vraiment un truc, la question la plus basique qu'on pourrait se poser sur la question, enfin sur la fonction par exemple. Le test fail, évidemment, parce qu'il n'y a pas encore d'implémentation derrière. Derrière, on écrit le test qui fait passer justement, on écrit le code, pardon, qui fait passer le test, donc le test passe au vert, et à ce moment-là, on fait un refacto. Parce qu'à la base, en fait, on écrit vraiment le plus petit bout de code, qui fait passer le test. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'il y a vraiment une phase de refacto qui est super importante à pas oublier, qui va nous permettre justement de modulariser, de découper, de rendre le code vraiment clean, etc. Et on recommence en fait, on repose une question. Bon ok, donc c'est quoi une spécification plus précise maintenant sur cette méthode? Ah oui, dans ce cas-là, on a tel résultat en sortie, etc. Donc on écrit notre test, on écrit le code, etc. Donc le but c'est petit à petit en fait de récupérer toutes les spécifications, vraiment de la plus générique à la plus précise. Et derrière, on est sûr que notre programme fait exactement ce qu'il devait, parce qu'on a écrit notre test en fait, et en premier, et on a écrit tout notre programme par spécification. Donc ça, c'est vraiment en fait la plus-value de cette approche, c'est qu'on va concevoir notre programme par spécification. On est sûr qu'une fois qu'on a livré notre truc, ça fait exactement ce qu'on nous avait dit. Donc si jamais il y a un souci, en fait, c'est que soit on n'avait pas compris ce qu'on nous avait dit, soit la personne nous s'est plantée dans les spécifications, mais au moins ce qu'on a fait, c'est clean, c'est testé, etc. Donc le code est testable évidemment parce qu'il est testé, puisque là c'est évident. On a ce qui s'appelle la documentation vivante, donc en fait, au lieu d'avoir à écrire de la doc, parce que ce qu'on essaye de plus trop faire, on peut regarder ce qui se passe dans les tests. Quand on fait une revue de code ou quoi que ce soit, en fait, on va regarder les tests, et au moins on sait exactement ce que fait notre programme. Et on sait que c'est à jour, parce que si c'est pas à jour, le test va fail. Donc on sait que ce que disent les tests, justement, c'est la vérité à ce niveau-là. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet le refactoring parce que c'est testé évidemment, donc ça nous permet justement de faire des modifications sans rien casser derrière. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous permet de découper notre attention. Notre attention, en fait, c'est une ressource finie quand on fait du développement. Et quand on se met à faire des parties, justement, des applications ou du code qui sont assez complexes, on peut un peu se perdre dans ce qu'on fait, on peut oublier des choses, etc. Donc on va se mettre à essayer de faire des to-do list, des choses comme ça. Mais ça peut être assez complexe. Et là, ce qui est bien justement dans le TDD, c'est que ça nous permet d'éviter des cas comme ça où on est en train de faire une méthode qui est assez complexe, on est en train de pousser un petit peu tout notre raisonnement, etc. Il y a quelqu'un qui vient nous déranger en fait sur OpenSpace, et là on oublie complètement ce qu'on avait fait ou ce qu'on n'avait pas fait, on a oublié les cas qu'on est en train de faire, etc. Bon, ça c'est un peu grossi, mais imaginez si vous êtes le vendredi soir en train de faire un truc et que vous arrivez le lundi matin,
Enfin, moi, ça m'arrive tout le temps, j'oublie complètement ce que j'étais en train de foutre de vendredi soir. Et à ce moment-là, du coup, le lundi, je suis un petit peu perdu. Et TDD, en fait, nous aide vraiment sur ça parce que ça nous permet d'avoir un moment qui est dédié à écrire le test qui fail, un moment qui est écrit, enfin qui est vraiment le moment dédié à écrire l'implémentation de ce test, etc. Et du coup, ce qui est bien avec le TDD, c'est que le vendredi soir, ce qu'on peut faire, c'est écrire un test qui fail, arriver le lundi matin, lancer nos tests et voir que tiens, ce test fail, qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de faire l'implémentation de ce truc-là. Et du coup, tout de suite, on peut se remettre dans le boulot, en fait. Ça nous permet vraiment d'avoir vraiment des petites étapes sur le développement. Donc c'est ça que je trouve super intéressant à ce niveau-là. Maintenant, je vais parler de quelque chose qui est un peu plus poussé. Alors ouais, j'ai essayé de trouver des images en lien avec Game of Thrones. Alors coup de bol, Sansa en fait a aussi joué dans X-Men. Donc comme ça peut parler de mutants et de Game of Thrones en même temps. C'est bizarre. Le mutation testing. Alors déjà, la première question, c'est qui est-ce qui a déjà entendu parler de mutation testing ici? Okay. Ah, il y a pas mal de monde quand même. Bon, ça c'est bien. Alors c'est quelque chose qui est très peu utilisé actuellement dans les entreprises. Nous on l'a vu très rarement en fait depuis 4 ans justement, vraiment utilisé en prod, pas sur des petits projets de test. Ça arrive très 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 rarement. Mais c'est quelque chose qui peut être vraiment super puissant et que moi je trouve super cool. Le but, ça va être d'avoir notre code source en entrée, de générer des mutants à partir de ce code source. Donc pour ça, en fait, on va utiliser des outils qui existent, que ce soit sur les différents langages, du JavaScript, du PHP, du Java, etc. Et en fait, ces outils ils vont nous générer des mutations dans notre code. Les mutations, ça va être quoi? Ça va être par exemple changer un opérateur arithmétique, un plus en un moins. Donc ça vraiment, ça nous pourrit en fait notre code. Ça peut être supprimer des bouts de code, des blocs, donc supprimer de contenu de fonction, supprimer des appels, des paramètres, des choses comme ça. Changer des booléens, de true à false, etc. Changer tout ce qui est assignment, des opérateurs logiques, on change des et en ou, etc. Donc en fait, on a plein de mutations qui vont exister dans notre code, et le but, ça va être à partir de notre code source de générer plein de mutations à partir de notre entrée. Une fois qu'on fait ça, du coup, on se retrouve en fait avec différentes copies de notre projet avec des mutations. Donc en fait, on va avoir une copie avec une mutation à chaque fois. Et le but, à partir de ça, ça va être d'exécuter les tests qu'on a sur notre programme. Et derrière, on va regarder ce qui s'est passé au niveau des tests. On va regarder si le test, en fait, a failed ou a continué de success, quoi. Donc, est-ce que, même avec une mutation, donc on a changé un et en ou, le test continue de passer? Dans ce cas, c'est pas top, parce qu'en fait, ça veut dire que le mutant a survécu. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui aurait pu faire une erreur, par exemple, ou quelqu'un qui arrive qui change de comportement de la fonction, parce que du coup, ça peut changer le comportement de la fonction. Et en fait, le test n'est pas capable de le capturer. Donc là, c'est vraiment le cas où on va avoir un problème. Par contre, quand le test fail, ça veut dire que c'est bien, le test était robuste à ce niveau-là. Il a réussi à capturer la mutation. Donc là, le but, ça va être vraiment de tester nos tests. Ça va être de regarder est-ce que nos tests sont robustes et est-ce que vraiment ils sont capables de capturer tous les changements de comportement qu'on aurait dans notre programme. Donc si on prend un exemple, je me suis amusé à faire un super fichier, donc faites pas gaffe parce que ça fait pas grand chose, puis c'est un peu débile. C'est une méthode en fait qui va calculer la chance de survie pour un personnage de Game of Thrones en fonction de son nom de famille. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle va faire cette méthode? Donc ça s'appelle compute add to cache, etc. Le survival score. On rentre le nom de famille de la personne. Par défaut, le score il a 50%. Si jamais le nom de famille c'est Stark, le score il tombe à 8%. Bon, pas de spoil, c'est complètement sorti aléatoirement. Et si jamais on n'a pas le nom qui s'appelle Stark, on ajoute ce nom dans le cache et comme ça nous permettra de voir que il y a quelqu'un qui a demandé une requête pour tel nom de famille et on l'avait pas en fait. Bon, c'est tout pourri, mais ça fait le job. Et ça retourne le score de survie. Donc ça fait vraiment deux choses. Donc ça va calculer un score et ensuite ou alors ça va l'ajouter dans le cache. Donc à partir de ça, on a notre manager qui arrive et qui dit il faut 100% de couverture parce qu'on a contractualisé 100% de couverture, etc. Donc on se dit ok, donc c'est parfait, on va écrire des tests en fait qui sont associés à cette méthode. Et donc là, on a notre joli test ici en JavaScript. On a un describe avec cette méthode et on dit ça doit retourner le survival score évidemment. Donc on fait deux essais, un avec Stark et un avec Lannister. Donc le premier ça doit nous retourner 8, le deuxième ça doit nous retourner 50. Jusque là c'est bien, voilà, notre truc est testé, on a testé avec 2 cas, c'est cool, etc. Génial, 100% de couverture. On est passé dans les deux branches, notre truc est nickel. La question c'est est-ce que c'est vraiment testé? Vous allez me répondre, non, c'est pas testé. Voilà. Ça peut faire un peu peur ça. Ça c'est un outil qui s'appelle Striker, qui est l'outil de test permutation justement sur JavaScript.
qui est vachement bien mais super chiant à configurer. Ça m'a pris plusieurs jours. C'est une horreur. Enfin, bon, je vous en parlerai après. Mais sinon c'est vachement bien. Donc ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va prendre notre fichier en entrée et il va générer des mutations à l'intérieur. Donc là en fait dans son rapport, un super rapport HTML, il nous liste tous les mutants qu'il a créés. Donc en fait ici sur le truc 0, donc je sais pas où il est, il nous a supprimé un bloc. En fait il a remplacé un bloc où il y avait du code par un bloc vide. Et là en fait ça nous dit bah celui-là il a été tué, ce mutant a été tué. Donc les tests ont été capables de le capturer. Par contre en fait si on regarde, on n'a que 75% de score par mutation parce qu'on a 6 mutants qui ont été tués et 2 qui ont survécu. Donc là la question c'est merde, lesquels ont survécu? Bah, en fait c'est ceux qui sont ici là dans notre deuxième bloc, le 6 et le 7. Donc en fait on a supprimé tout ce qu'il y avait dans le heads et là notre test est quand même passé. Il a dit ok c'est bon, parce qu'en fait on a retourné bien 50 ici. Et dernier pareil, on a supprimé ce qu'il y avait dans le paramètre de add to catch et du coup le test a continué à passer. Donc là en fait ce qu'on se rend compte tout de suite c'est que ce bout de code là est vraiment pas testé. Donc on l'a vraiment pas testé. Donc à partir de ça on peut se dire merde, ce qu'on va faire c'est qu'on va tester ce truc là. On va juste rajouter en fait un deuxième hit, et on va l'appeler it should add, code the add to catch method of the cache manager if the character does it. Bon, faites pas gaffe à mon accent, c'est horrible. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler cette méthode en mettant paramètre Lannister, et on va regarder avec un spy ici, avec un espion, si notre méthode qui s'appelle add to cache a bien été appelée, et si elle a bien été appelée avec le paramètre Lannister. Et là, on relance Striker, et magnifique, 100% de couverture par mutation. Ah, c'est magnifique, là, vous pouvez être super fiers. Ça, c'est beau. Voilà. Il a essayé, il a généré tous ces mutants, et puis en fait, il ne s'est rien passé derrière. Tous les tests ont échoué. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ce qui est bien, vraiment, le premier truc que je voulais montrer, c'est que ça nous rend fiers de notre code. C'est marrant, déjà. Je trouve ça cool. Et je sais pas si c'est vraiment cool, mais je trouve ça marrant. Mais vraiment, ça peut nous permettre de nous rendre fiers de notre code. On se dit, voilà, ce qu'on a fait, au moins, c'est solide, les tests sont costauds derrière. Donc si en plus on le fait en TDD, là, on est au top niveau, etc. Ce qui est bien, c'est qu'il existe des outils, du coup, pour les différents langages. Ils sont tous disponibles ici, je pourrais envoyer les slides à la fin. Mais on retrouve en fait des différents outils, parce que c'est un outil différent pratiquement par langage. Mais sur du JavaScript, alors l'outil est pas terrible parce qu'il génère des mutations un petit peu n'importe où, et à chaque fois il relance toute la batterie de tests, etc. Donc il n'est pas super malin à ce niveau-là. Sur du Java, c'est un peu plus avancé, c'est un truc qui s'appelle Pit, qui marche pas trop mal. Mais en fait, la vraie problématique qu'il y a derrière, pourquoi est-ce que c'est si peu utilisé par les entreprises, c'est que c'est quand même assez coûteux. C'est très long de lancer les tests par mutation. Dans mon cas, alors j'ai pas de bol parce que j'utilise NPM, etc. et plein de plugins en fait qu'il faut installer pour faire fonctionner ce truc-là. Pour générer les 8 mutants et lancer les tests, il m'a pris 3 minutes 30. Donc c'est un peu une erreur. Là, je pense que je suis dans le pire cas qui puisse tomber, parce que j'ai pas de bol, parce que j'ai utilisé des trucs avec Babel, Webpack, etc. qu'il n'aimait pas. Normalement, ça va quand même plus vite. Mais en fait, ce qu'il va faire, c'est que pour chaque mutant, il va exécuter tous les tests. Et il va regarder s'il y a des tests qui ont fail ou pas. Donc ça veut dire que ici, on a généré 8 mutants. Vous imaginez bien que dans un fichier de 200 lignes, c'est exponentiel. On va se retrouver facilement à 600, 700 mutants. Et à chaque fois, tous les tests doivent passer derrière. Donc c'est quelque chose qui peut être assez long. Donc il faut mettre évidemment dans la chaîne d'intégration continue, il ne faut pas le faire sur son poste. Mais voilà, c'est quelque chose qui va être assez coûteux. Et après, évidemment, une fois qu'on a le rapport, il faut en faire quelque chose. Donc à partir de ça, il faut aller améliorer les tests, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a vu assez rarement. Mais ce qui est important, c'est d'être pragmatique, de se dire, une fois qu'on met en place du test par mutation, on ne va pas le faire partout. On ne va pas le faire tout le temps, à moins qu'on ait vraiment le temps de faire ça. Mais on va le faire sur les parties qui sont vraiment critiques de notre projet. Sur vraiment le cœur business qu'on a, donc tout ce qui va être, si on a des algos assez importants, etc. Là, on peut mettre en place du test par mutation, le lancer vraiment sur cette partie spécifique, et du coup avoir quelque chose qui est hyper robuste. Mais ça sert à rien de le faire sur la petite feature un peu must-have qui est super. C'est vraiment ça qui est important, c'est d'être pragmatique là-dessus. Pour info, les seules boîtes qu'on a vues qui faisaient ça a été Octotechnologies du coup à Paris, et une partie de Pôle emploi à Aix-en-Provence qui commence à se mettre un petit peu là-dessus. C'est marrant. Donc il y a différentes boîtes comme ça où ça vient plutôt des développeurs qui trouvent ces outils en fait justement et qui vont le pousser dans les équipes, mais ça peut être vraiment super intéressant. Maintenant la partie un petit peu critique sur le clean code. Clean code, donc ça c'est un grand mot qui englobe aussi pas mal de choses. Chacun a sa définition là-dessus.
La première question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on mesure si un code est propre ou pas. Alors ce qu'on peut faire, c'est comme ici un A/B test en fait, où on fait 2 revues de code avec une équipe A, une équipe B, et on les fait revoir du code, et en fait on compte le nombre de what the fuck qui sort de la pièce. Et plus on a de what the fuck, et plus le code est de mauvaise qualité. Parce que plus les gens se disent mais qu'est-ce qu'il a voulu dire à ce moment-là, etc. Bon, ça c'est une critique qui était vraie il y a un petit moment. Mais on a quand même des valeurs en fait qui sont importantes. Premièrement, il faut juste écrire du code qui soit compréhensible. Donc ce qu'on écrit, ça doit être compréhensible, ça doit être lisible justement comme un livre. Un développeur qui sort de formation doit être capable de comprendre ce qu'on a écrit. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui a 20 ans d'expérience et qui est expert justement en assembleur ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ce qu'on écrive soit vraiment compréhensible. Et évidemment, on n'a pas besoin de commenter tout ce qu'on fait dans notre code. Le but, c'est justement d'éviter les commentaires pour que le code parte de lui-même, parce que les commentaires, personne ne les lit et ils sont jamais à jour. Il y a pas mal de choses là-dedans, dans ce livre, qui est assez bien à lire, justement, assez simple, qui précise un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez si vous l'avez déjà lu, mais il précise pas mal de code smell, en fait. Les code smell, c'est les endroits dans le code où ça pue. Une méthode qui fait 500 lignes, c'est un code smell. Ça pue. Ça veut pas dire dans cette méthode qu'il y a un bug, mais il y a quand même plus de chances qu'il y ait un bug ici que dans la méthode qui fait 4 lignes où on voit exactement ce qu'elle fait. Parce que justement, notre cerveau n'est pas fait pour comprendre ce que fait 400 lignes d'instruction justement d'un coup. Donc ça va être hyper dur pour nous humains de comprendre ce que fait un code qui est trop complexe. Donc tous ces codes smell, ils vont nous permettre justement d'éviter d'avoir du code complexe et d'avoir pas mal d'erreurs un petit peu dans notre code. Donc nommage, duplication, etc. En fait, ces codes smell, ils vont vraiment avoir un impact assez fort pour nous en tant que développeurs. Donc là, si on prend un exemple avec un truc qui est assez horrible, en fait, cette méthode update quality, ça se trouve au début, elle était très bien, elle était très courte, voilà, elle faisait 2-3 if, etc. Bon, ça m'étonnerait, mais voilà, c'était un truc très simple. Mais petit à petit, en fait, avec le temps, différents développeurs sont passés dessus, peut-être que c'est passé en offshore, que c'est revenu, que c'est passé sur une ESN à droite, à gauche, etc. Et au final, on se retrouve avec cette méthode, en fait, où on a rajouté des bridges sur des bridges sur des bridges, etc., avec des nouveaux if à chaque fois. Et là, on se retrouve dans un état où, si on touche quelque chose, on est pratiquement sûr de tout casser et de créer des régressions. Et avant de comprendre ce que ça fait, ça va être vraiment super compliqué. Donc en fait, ça va vraiment avoir un impact super fort. Le premier, ça va être le nombre de bugs. Alors c'est pareil que pour les tests, mais à l'inverse. Plus on va avoir de code smell sur notre projet, et plus on va avoir de bugs. Donc là, c'est une corrélation aussi qui est très très forte. Plus vous allez avoir de méthodes super complexes, plus vous allez avoir de bugs qui vont arriver en production. Ça, c'est vraiment le premier point, donc il faut voir ça vraiment comme une assurance. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces code smell, ils peuvent être détectés automatiquement. Donc on a des outils en fait qui existent, qui vont analyser statiquement notre code source et qui vont être capables de dire, par exemple, ici, on a un for, un if et encore un if. Là, on a dépassé les 3 imbrications justement pour notre code. Donc là, il y a un code smell parce qu'on a configuré le seuil à 3 et le truc a gueulé. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant avec ces code smell, en fait, c'est que la plupart d'entre eux peuvent être identifiés automatiquement. C'est pas le cas pour tous, par exemple tout ce qui est nommage, etc. Là, il va falloir passer par d'autres trucs derrière. Ces outils, en fait, ils nous ressortent ce qu'on appelle un score de dette technique. Donc c'est pareil, la dette technique, il y a beaucoup de définitions. Là, ça va être vraiment, en gros, plutôt une somme de tous les code smell qu'on a, et par rapport à la taille de notre projet, il va nous dire, un peu comme sur des frigos ou des machines à laver, est-ce que notre projet il est E, il est B, etc. Donc vous imaginez bien qu'à partir de ça, on peut pas en faire grand-chose, mais voilà, ça va nous donner un petit peu une image globale de la qualité de notre projet, et ça va nous permettre de dire à quelle distance on est de notre idéal. Si cet outil est bien configuré et que les règles correspondent vraiment à ce qu'on attend dans l'équipe, on va se dire là il y a encore pas mal de défauts à ce niveau-là. Donc ça va être vraiment un snapshot de tout l'historique, en fait, de tout le code legacy qu'on a, qui va nous donner cette vision-là. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la dette technique, elle va avoir un impact super fort sur les projets. Donc évidemment, plus elle est grande, plus le code va être difficile à comprendre, plus ça va nous ralentir dans la maintenance, etc. Et puis il y a de risque de bug. Donc il faut vraiment voir ça comme une augmentation en fait du risque qu'on va avoir. Et c'est souvent ça qui se passe pour les entreprises, en fait. Là, si on prend l'exemple de la gare Montparnasse, il y en a eu plein d'autres qu'on a vu aussi. Au bout d'un moment, on va arriver à un moment où plus personne comprend ce qui se passe dans notre projet. Il y a des modifications qui arrivent un petit peu en urgence, on fait des trucs, et ça va casser quelque chose. Et là, on va avoir un bug qui va arriver. Et là, chaque bug peut coûter plusieurs millions pour les entreprises. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ça leur coûte plus que tout ce qu'ils ont investi en qualité pendant plusieurs années. Donc, il faut vraiment voir ça comme une assurance. Le fait d'avoir un code de bonne qualité, ça va réduire le risque, justement, que tous ces problèmes arrivent, qui peuvent coûter très très cher pour les entreprises. À côté de ça, encore plus important, c'est surtout que ça va nous prendre du temps à nous en tant que développeurs. Ça, c'est une étude qui est sortie en septembre dernier, qui a été faite par Stripe, qui s'appelle The Developer Coefficient, qui est vachement bien justement, et il parle pas mal de dette technique. Et en fait, ce qu'ils ont identifié,
en interviewant des milliers de développeurs dans le monde, donc dans des ESN, chez des clients finaux, etc. C'est que les développeurs, en fait, ils perdent plus de 42% de leur temps en moyenne à cause de la dette technique. Là, en fait, ils ont sommé tout le temps qu'on perd justement à comprendre ce que fait une méthode ou un fichier, tout le temps perdu à cause des régressions qu'on a intégrées, etc. Tout le temps perdu à faire du refacto de trucs qui auraient pu être faits mieux la première fois, mais en fait, on a dû repasser dessus, comprendre, etc. Donc vraiment, tout ça, ça coûte super cher aux entreprises. Eux, ils ont sorti le chiffre de 85 milliards d'euros en fait par an aux entreprises de perdus à cause de la dette technique. Bon, ce chiffre, hein, c'est un chiffre sorti du chapeau, je sais pas trop ce qu'il vaut, mais au moins ça peut donner une image justement de voilà ce que ça peut coûter, quoi. Un tiers de notre temps est perdu à cause de la dette technique. Et ça, ce qui est marrant, c'est quand on pose la question à différentes équipes, souvent les gens nous répondent chez nous, je suis sûr que c'est beaucoup plus. Et en fait, chez tout le monde, à partir du moment où on a un code legacy qui a plus de 4-5 ans et justement qu'on n'a pas fait gaffe à tout ça, ça nous fait vraiment perdre beaucoup de temps. Donc ça, c'est un exemple avec Ad dans Malcolm qui arrive, qui essaye d'allumer la lumière, il n'y a pas d'ampoule. Il va chercher une ampoule, il ouvre le tiroir, et puis le placard, il voit qu'il y a un souci. Il va chercher un tournevis, il tire le tiroir, il voit que ça grince. Donc il va chercher de l'huile, et il se rend compte qu'il n'y en a plus, donc il prend ses clés de voiture. Il essaye de démarrer la voiture, et là, il se rend compte qu'il y a un problème dans le moteur. Donc Noé, ça arrive, et puis il dit, mais je croyais que tu étais en train de réparer l'ampoule. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu crois que je suis en train de foutre? Faut que j'aille super vite, parce qu'il va super vite, ce gif. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un truc moi, qui m'arrive assez souvent, où j'ai un bug qui remonte, etc. Donc j'essaye de le corriger, et puis je me rends compte qu'il y a un autre souci à côté, il y a un truc dans la base, il y a un truc à côté, etc. Et en fait, au final, je sais même plus ce que j'étais en train de faire au début. Parce que je suis allé tellement loin, en fait, que le truc me prend à peu près 20 fois plus de temps que ce que ça aurait dû me prendre au début. Donc c'est vraiment ce qu'on veut éviter, en fait, justement, en travaillant sur la maintenance du code, etc. Et en fait, le pire, vraiment pour moi, le pire, c'est que c'est un impact vraiment sur nous en tant que développeurs. Pas uniquement sur le projet et le coût du projet, mais vraiment en tant que développeur, cette dette technique, ça va avoir tendance à nous décourager. Quand on arrive sur un projet qui est dans un état qui est catastrophique, où plus personne sait ce qui se passe, etc., ça va nous décourager. Ça va pas nous donner envie d'aller faire bien, d'aller mettre en place des microservices, des super trucs, etc. Ça va nous ralentir, évidemment. On va perdre en créativité, donc on va vraiment être vraiment un peu immobilisé sur notre projet. Et on va avoir une perte de compétences parce qu'on va se mettre à devenir, dans ce cas-là, un exécutant où quand on a quelque chose qui remonte du client, on va mettre un bridge en fait quelque part en essayant de toucher le moins possible pour rien que ça casse. Et donc on va juste rajouter un petit if dans le code en faisant attention que ça pète rien. Et donc là justement, on va perdre vraiment en compétences. Et il y a une métaphore qui vient du livre Pragmatic Programmer là, qui est sorti en 99, qui est très très bien aussi justement, qui parle des pratiques de développement et de pas mal de choses autour de ça. C'est la métaphore de la soupe de grenouille. En gros, qu'est-ce qu'elle dit cette métaphore? Elle dit que si vous mettez des grenouilles dans une eau qui est tiède et que vous faites monter la température petit à petit, les grenouilles en fait elles vont se mettre à s'immobiliser, elles vont pas se rendre compte un petit peu de ce qui se passe et elles vont finir par mourir complètement ébouillantées, mais sans même se rendre compte de ce qui se passe. Et à côté de ça, si vous avez l'eau qui bout et que vous jetez une grenouille dans la marmite, en fait elle va tout de suite se rendre compte de ce truc-là et elle va se barrer. Et c'est ce qui se passe un petit peu pour les développeurs. Enfin, c'est un petit peu grossier. Mais imaginez un développeur qui arrive sur un projet et qui est en période d'essai et qui se rend compte que le projet est dans un état catastrophique, souvent il va se barrer. Et d'autres développeurs qui vont rester sur le projet depuis des années, ça arrive même pour des startups, où ils ont un MVP qui grandit. Et ce MVP, ils se disent, non mais on s'en fout, dans tous les cas, quand on fera une levée de fonds, on va pouvoir tout réécrire, etc. Et en fait, non, dans une startup, c'est pas ce qui se passe. Ce MVP, en fait, il vit pendant 10, 20 ans, et ça devient un monstre, en fait, qui grossit, etc. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est que on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe petit à petit, mais on a vraiment des soucis et des trucs qui vont arriver petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte. Donc c'est vraiment ça le problème. Alors ça c'est un truc qui me fait rire parce que ça peut arriver aussi, ça m'est arrivé aussi il y a pas longtemps. Quand les gens nous disent voilà, qui c'est qui a écrit ce code de merde qui est dans un état catastrophique, souvent en fait c'est nous. Si on regarde le code qu'on a écrit il y a plusieurs mois ou surtout il y a plusieurs années, on va se dire mais qu'est-ce qu'on a voulu dire à ce moment-là, putain pourquoi j'ai écrit ça comme ça, etc. Donc souvent c'est quelque chose qui arrive pour nous en tant que développeurs quand on repasse sur du vieux code à nous, c'est souvent assez horrible. Donc le but en fait, cette dette technique elle évolue de manière un petit peu linéaire dans le temps parce que les technos évoluent, etc. Parce que le code grossit, on rajoute de la fonctionnalité, donc évidemment on rajoute de la complexité. Donc c'est normal en fait que le projet devienne de plus en plus dur à maintenir. Mais tout ce qu'il faut c'est éviter que ça augmente de manière exponentielle. Qu'on fasse pas gaffe justement à ce qu'on a rajouté, qu'on soit dans le rush, qu'il se passe plein de trucs et en fait au final cette dette technique elle augmente beaucoup plus rapidement que ce qu'elle aurait, que de la vitesse à laquelle elle aurait dû augmenter normalement. Donc cette dette technique, en fait, ça peut être vu comme des petits raccourcis qu'on prend parce que justement on est très pris par le temps, donc on va faire des concessions, mais derrière il va falloir de rembourser.
Donc tout ce qu'on n'a pas fait bien la première fois, il va falloir qu'on le refasse bien, il va falloir qu'on le refacto, parce que justement il faut rembourser cette dette. Et plus on attend dans le temps, plus on aura oublié, plus le truc aura grossi, puis ça va devenir en fait un virus qui se propage un petit peu si on reste sur un vieux système. Et donc il va falloir le rembourser le plus tôt possible. Référence à Game of Thrones, merci. Il faut toujours rembourser cette dette. Pour ça, du coup, à côté de ces indicateurs, on a des trucs, on a des différentes pratiques qui sont arrivées, qui sont super intéressantes, notamment de tout ce qui va être autour des revues de code. Donc je sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous justement qui font des revues de code? Ça me rassure. Pratiquement tout le monde, c'est magnifique. C'est magnifique. Ce qui est bien avec les revues de code, c'est que ça va nous permettre justement de regarder au plus tôt ce qui se passe sur le projet. Ça va permettre de réduire tout ce qui s'appelle le code ownership, donc le fait que le code c'est une propriété vraiment qui est collective. Donc tout ce qu'on écrit nous, en fait, ça va être relu par différentes personnes dans le temps, etc. Donc on va vraiment fonctionner avec l'équipe. Et le but, ça va être vraiment que le code appartienne à toute l'équipe et que toute l'équipe puisse être capable de toucher n'importe quel bout de code sans que ça nous prenne 10 fois plus de temps de passer sur le code de notre collègue, etc. Donc c'est vraiment bien pour réduire justement tout ce qui va être code ownership. C'est bien évidemment pour partager tout ce qui est pratique justement. Donc comment on a écrit différents trucs. Si on arrive sur du React et qu'on ne sait pas exactement comment faire, c'est très bien justement de faire des revues à ce niveau-là. Et ça va nous permettre évidemment d'identifier le problème au plus tôt quand on va se rendre compte de problématiques justement sur l'écriture. Très rapidement on peut voir ça. Après évidemment on a tout ce qui est pair programming et mob programming qui sont des revues de code poussées à l'extrême parce qu'on fait ça en direct avec les personnes qui sont encore mieux justement pour travailler là-dessus parce que du coup à 2 cerveaux on va être beaucoup plus efficace. Et on perd pas de temps, c'est important. Ça nous amène en fait à quelque chose aussi qui s'appelle l'EgoS programming. Donc ça c'est un truc assez vieux, ça date de 71. Il y a 10 lois en fait de l'EgoS programming. Là j'en ai pris deux parce que pour moi elles sont importantes. Vous n'êtes pas votre code. Donc quand on fait une revue de code et qu'on va critiquer le code en se disant tiens ce truc là c'est pas top et tout, on critique pas la personne, mais on critique vraiment le code et comment il a été écrit. Pareil quand on passe sur du vieux code, la personne en fait elle a écrit ce code avec les connaissances qu'elle avait à l'époque, avec justement les contraintes qu'elle pouvait avoir à l'époque. Ça se trouve c'était un truc où il fallait coder vraiment hyper vite, etc. Donc c'est pas la personne qu'on va critiquer, mais ça va être vraiment le code. Il faut vraiment rester là-dessus. Et très important, la seule autorité acceptable vient de la connaissance, non du pouvoir. Ça c'est important en fait, le fait de pouvoir échanger dans l'équipe et de se dire c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est notre supérieur en fait dans l'équipe parce qu'il est technique ou quoi que ce soit que c'est lui qui a raison sur ce qu'il va nous dire. Justement il faut que ce soit un échange, il faut que ça marche vraiment dans les deux sens. Alors il y a quelqu'un qui a repris cette phrase il y a pas longtemps, c'est Peter Baelish dans cette fameuse quote Knowledge is power. Je sais pas si vous la connaissez justement cette scène, elle est vraiment super. C'est là où il y a Cersei qui lui dit non, power is power. Mais vraiment, c'est important. La connaissance, c'est ce qui va nous permettre d'échanger, ce qui va nous permettre de se dire, voilà, tiens, ce truc-là, je l'ai vu, je suis sûr de ce que je fais, etc. Tu connais peut-être pas, mais voilà. C'est vraiment un échange qui se fait à ce niveau-là. Donc là, on arrive vraiment sur la partie qui est importante. Là, on parle vraiment de tout ce qui est logiciel bien conçu. Mais maintenant, on est vraiment sur la partie comment est-ce qu'on fait, du coup, au quotidien pour rajouter constamment de la valeur de ce qu'on fait, vraiment pour faire en sorte que notre logiciel au bout de 10 ans il soit toujours maintenable, il soit toujours évolutif et qu'on n'ait pas justement à devoir tout réécrire ou à passer un temps monstrueux pour le maintenir. C'est vraiment ça qui est important maintenant et c'est pour ça que les entreprises depuis 3-4 ans investissent pas mal là-dessus, c'est que leurs systèmes ont toutes plus de 5 ou 10 ans pour des grosses boîtes et c'est là que ça commence à leur coûter très très cher. Donc là ils investissent là-dessus, ils se disent merde, faut mettre en place des choses justement sur la qualité. Donc vraiment l'idée c'est comment est-ce qu'on fait au quotidien pour ajouter de la valeur sur notre soft. En fait la solution elle est très simple en tant que développeur, il faut qu'à chaque fois qu'on rajoute une fonctionnalité, donc une valeur fonctionnelle, on rajoute de la valeur technique dans notre code. Donc ce qu'on doit rajouter ça doit être testé, ça doit être clean, etc. Ça doit être maintenable. Donc vraiment on rajoute une valeur qui est technique là-dedans. Super, on est tous développeurs, on a tous envie de faire ça, etc. Donc c'est génial. On vit dans le meilleur des mondes. Vous noterez cette super incrustation sur Paint. Donc vraiment, dans le meilleur des mondes, ça vient d'équipes de programmation et du coup, en tant que professionnel, on doit être capable de pouvoir faire ça. En fait, le vrai problème, c'est que en tant que développeur, ou même dans l'équipe de programmation, souvent c'est pas nous qui avons les décisions justement sur toute la stratégie, que ce soit dans l'IT ou la stratégie de l'entreprise. Et c'est un peu ça souvent ce qui se passe, et c'est un peu ça le problème avec les entreprises, c'est qu'il y a un problème de communication entre les équipes de développement et les équipes qui sont moins dans la technique. Donc ça peut arriver justement à entraîner beaucoup de problèmes. En fait, les managers, vachement d'actualité ça, les managers, ce qu'ils vont voir, ça va être vraiment ce qu'il y a autour de l'équipe de développement, donc ce qui va sortir,
et ce qui va rentrer, évidemment, l'argent qui va rentrer. Et ils vont avoir le fameux problème justement de la boîte noire, où en fait ils vont pas se rendre compte de ce qui se passe au niveau d'équipe de développement, ils vont pas se rendre compte des pratiques justement qui sont mises en place, mais ils vont essayer d'influer sur ça. Ils vont essayer de jouer sur tout ce qu'ils ont à leur disposition pour influer sur ça. Donc si on reprend un petit peu la métaphore, c'est des personnes qui à la base ont de l'argent, donc ils vont investir sur leur patrimoine IT en disant voilà, on injecte de l'argent, on va payer 300 développeurs pour bosser sur notre projet. Ça va passer dans une boîte noire, donc là l'équipe de développement va bosser. Donc là on va faire de la magie, on ne sait pas trop. Magnifique. Voilà. Donc on ne sait pas ce qui se passe, mais en sortie, on a un truc. En sortie, on a notre logiciel, et puis notre logiciel, peut-être qu'il répond aux exigences fonctionnelles, donc c'est cool. Donc il fait ce que le client avait demandé, etc. Donc pour nous, ça peut être très simple. Ça peut être on injecte de l'argent, puis on a un truc en sortie. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, à partir de ça, on peut commencer à se dire, on va influer sur différents indicateurs. Donc ça, je l'ai piqué à Arnaud Lemaire, de Iron Triangle. En fait, si on regarde un petit peu les indicateurs de base qu'on a, quand on est vraiment extérieur à cette partie technique, ça va être le temps qu'on a pour développer un truc, donc le temps qu'on a pour faire sortir de la fonctionnalité, le coût, donc ce qu'on va pouvoir injecter comme argent, et le scope, donc ça va être le nombre de fonctionnalités qu'on va sortir ou les types de fonctionnalités. Et au milieu, en fait, on a la qualité. Et ce qui est intéressant, ça va être que si jamais on veut diminuer le temps, donc on veut sortir un truc plus vite, on va taper sur la qualité. Si jamais on veut diminuer les coûts et on fait par exemple appel à une équipe en offshore ou quoi que ce soit, on va taper sur la qualité. Et si jamais on veut vraiment faire ça bien, en fait, on va diminuer le scope, on va dire, en fait, c'est pas 10 fonctionnalités qu'on va sortir, mais c'est 5, parce qu'avec le budget, etc., et le temps, on va sortir 5 trucs. Le problème, c'est que souvent, le scope, c'est ce qui est contractualisé, et c'est ce sur quoi on peut pas taper, justement, parce qu'il faut que ça sorte à telle date, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en tapant sur ces trucs-là, on va forcément influer sur la qualité. Il y a un article qui est sorti, là, il y a pas longtemps, donc en octobre dernier, d'Appian, qui parle justement de dette technique, et ils essayent de voir justement d'où ça provient cette dette technique, etc. Et là il y a un graphe assez intéressant qui est celui-là qui dit d'où est-ce que provient justement la source de la dette technique. Et en fait, donc on a une partie évidemment qui est liée au code source de mauvaise qualité ou qui est trop complexe ou au fait qu'il n'y ait pas de test, mais on a une partie super importante qui est les décisions justement qui sont prises au niveau de l'IT qui ne sont pas alignés avec les objectifs business qu'on avait derrière. Donc il y a vraiment un problème de communication à ce niveau-là, et c'est assez énorme en fait justement la source de dette technique que ça peut produire. Et bien sûr les pressions du time to market où on essaye d'aller vite un petit peu, et évidemment le fait qu'on ne comprend pas ce qu'on veut, ça c'est normal. Mais c'est vraiment super important ce slide-là, parce que ça montre que c'est aussi important que le code de mauvaise qualité ou les tests, donc tout ce qu'on a dit depuis le début en fait. Vraiment ce côté stratégie d'IT et communication. On se retrouve avec... alors, c'est vrai pour les startups et c'est vrai pour les grands groupes aussi. On avance sur un projet, on fait un MVP, on va super vite, etc. On développe des trucs. Tout va bien au début pendant peut-être 6 mois, 1 an. Et au bout d'un moment, quand on a un petit bug, on se retrouve complètement bloqué. Et là, on peut plus rien faire pendant des semaines. En fait, c'est une horreur. Et puis là, c'est le début des emmerdes parce qu'en général, ça va être de pire en pire. Tout ce qu'on va rajouter, ça va être une horreur. Donc souvent, on a des entreprises qui se disent on va aller vite parce que de toute façon, on fait du développement, c'est pareil. Puis au pire, on réécrira, etc. Mais en fait, très rarement, on va pouvoir réécrire des trucs. Très rarement, on va repartir sur des nouveaux logiciels, à moins qu'on soit vraiment sur des projets qui sont jetables ou des trucs de test, etc. Mais souvent, on se retrouve avec des boîtes qui se retrouvent bloquées en fait par cette dette technique, qui ne peuvent plus sortir d'évolution, etc. Et on se retrouve, nous, en tant que développeurs, dans des entreprises comme ça, à avoir en fait des techniques un petit peu partout, et puis on a l'impression que tout le monde s'en fout, quoi. C'est les managers, ils s'en foutent, ils disent qu'on n'a pas de temps. Tous les développeurs, ils sont dans le rush parce que on n'a pas de temps. Et puis nous, si jamais on veut passer plus de temps à faire ça, on va être pris pour un software craftsman qui est arrogant et qui est lent, parce que justement, on va être beaucoup plus de temps à faire nos fonctionnalités parce qu'elles vont être testées et tout. Mais tout ce que vont voir les responsables, ça va être que nous, on met 2 fois plus de temps que notre collègue. Il verra pas qu'on a rajouté des tests et qu'on a fait du mutation testing, par exemple. Donc c'est vraiment une vraie problématique là-dessus. Ça va être comment on communique un petit peu à ce niveau-là. Donc en fait, avec les premiers indicateurs qu'on a, on va avoir notre logiciel qui va sortir derrière, et on va avoir justement quelques indicateurs sur la qualité. Donc la plupart, c'est ceux qu'on a vu un petit peu au début, donc tout ce qui va être couverture de code, nombre de tests, etc., nombre de code semaines, nombre de bugs évidemment. Et on va se dire, on voit pas mal de boîtes qui vont se dire, comment est-ce qu'on fait à partir de ces indicateurs pour faire en sorte que notre truc il est vachement mieux que ce qu'il est actuellement. Donc évidemment, le nombre de bugs, on ne peut pas vraiment le diminuer comme ça, c'est pas magique. Mais par contre, sur ces 2 trucs-là, on peut mettre des objectifs. On peut dire, moi j'ai accès à la couverture de code, j'ai accès au sonar, par exemple, au nombre de défauts.
Donc je vais pouvoir mettre des objectifs et comme ça je vais avoir un truc qui va être de super bonne qualité. Et là on a notre ami Fabien Lamarck, qui je pourrais pointer dans les yeux, qui a sorti un super article sur Medium qui parle justement des différentes lois qu'on peut citer pour s'apprêter en société. Et il y a celle-là, la loi de Goodhart, qui dit en fait que quand un indicateur devient un objectif, ça cesse d'être une bonne mesure. Pourquoi ? Parce que imaginez en fait la couverture de thèse, vous dites l'objectif c'est de passer à 100% de couverture de thèse sur tous nos projets. En fait, tous les efforts de l'équipe ils vont être dans la tête de cet indicateur. On va vraiment essayer d'atteindre les 100%, etc. Et on va perdre de vue l'objectif principal qui était d'améliorer les tests en fait sur notre code, de faire en sorte que ce qu'on a est vraiment robuste. Sur Sonar, c'est encore pire en fait. Si on vous dit faut arriver à 0 sur telle règle ou à 0 sur votre Sonar en entier, vous allez pouvoir faire des modifications qui vont être encore pires que la violation qu'il y avait dans Sonar au début. Vous allez pouvoir mettre des suppress warnings, etc. C'est assez facile dans Sonar de truander le truc et de corriger pas mal de conneries. Et vous allez toucher aussi des fichiers qui ne sont pas touchés depuis 5 ans et qui marchent très très bien. Et là, vous allez par contre intégrer des régressions, etc. Donc, il y a plein de choses là-dessus, justement, où on peut vraiment complètement se planter à partir du moment où on se dit, on met des vrais objectifs sur ces indicateurs. Parce qu'en fait, ces indicateurs, on ne les a pas compris. C'est pas un truc qui va nous dire si la qualité de notre eau dans la piscine, elle est bien ou elle est pas bien. Et dans ce cas-là, une fois qu'on rajoute des produits, etc., et que la qualité est bien, c'est parfait. L'état de la piscine est nickel. Le logiciel, c'est pas pareil. On peut avoir un logiciel qui a 0 violation Sonar ou 100% de couverture et qui est dans un état catastrophique, qui serait même pire qu'un autre logiciel, justement, qui a pas d'indicateur là-dessus. Donc c'est vraiment super important de faire attention, justement, à comment ces indicateurs sont utilisés, par qui sont utilisés, et justement laisser l'équipe se gérer au niveau de la qualité, et mettre en place des objectifs à plus haut niveau. En fait, on va avoir l'impression que c'est la catastrophe, il y a plein de trucs dans le rouge, on ouvre le Sonar, il bip de partout, on est en E partout, et on arrive et puis on dit on passe à 0 partout maintenant en 3 semaines. Donc on arrête tout le développement et on fait que de la correction Sonar. Voilà, en fait, on va juste perdre 3 semaines de développement, on va intégrer plein de régressions, et on va se rendre compte de toutes les parties du code qu'on bougeait, en fait, ça va être juste une catastrophe. Donc on va juste rajouter, en fait, on va balancer de l'huile sur le feu. Donc là, il y a un truc qui a été partagé justement par Lionel l'autre jour sur LinkedIn, donc j'ai reprise. Steve Jobs qui dit si vous embauchez des gens intelligents, c'est pour justement que eux proposent des choses et que eux se gèrent à ce niveau-là. Mais c'est pas pour leur dire quoi faire. C'est pas pour leur dire je prends les meilleurs développeurs de France et puis je vais leur dire comment on fait de la qualité en mettant des indicateurs justement sur la couverture, sur le nombre de défauts, etc. C'est vraiment important justement que l'équipe se gère à ce niveau-là. Et c'est ça qui est porté vraiment par le software craftsmanship, c'est de dire on doit gagner en responsabilité, on doit gagner en autonomie. On n'est plus juste des exécutants où on nous dit quoi faire, on nous donne de l'argent et puis on développe. Mais vraiment, on a notre rôle à jouer dans les entreprises qui est vraiment central. Vraiment, quand vous êtes un site de e-commerce et que vous êtes responsable d'une équipe de développement, que vous développez, etc., c'est vous qui êtes vraiment le pilier pour l'entreprise. Donc tout ce qui se passe derrière, le marketing, la com, etc., ça dépend de vous. Si vous faites un truc qui peut plus évoluer ou un truc qui tombe en rade tous les 2 jours, les autres ils peuvent faire ce qu'ils veulent autour, en fait tout va tomber. Donc vraiment, nous en tant que développeurs, on doit amener des nouvelles choses, amener de nouvelles pratiques et s'assurer justement que tout ce qu'on fait, c'est vraiment dans le sens de l'entreprise. Et c'est là où il faut être pragmatique, il ne faut pas se dire on va faire de la surqualité, ça c'est aussi quelque chose qui est très dangereux de faire de la surqualité, où on n'a pas beaucoup de temps, il y a des salons super importants, des choses comme ça, mais on va se mettre à tout réécrire dans le nouveau framework à la mode, par exemple, en Vue.js ou quoi que ce soit. C'est là où il faut se dire on voit quels sont les objectifs de l'entreprise, parce qu'ils sont communiqués, et on se dit, pour répondre à ces objectifs, comment est-ce qu'on va faire pour que ça se fasse au mieux, que ce soit évolutif, mais dans ce sens, etc. Donc c'est là où l'échange vraiment est super important, et vraiment en tant que développeur, on a vraiment ce rôle de pivot à jouer dans l'entreprise. Alors en fait, si on résume un petit peu nous, ce qu'on a pu voir depuis 4 ans, c'est qu'il y a beaucoup de démarches autour de la qualité logicielle qui sont mises en place par les entreprises. Depuis 2 ans encore plus, en fait, il y a 4 ans, quand on allait voir les entreprises et qu'on leur parlait de qualité logicielle, ils nous disaient c'est quoi le ROI, montrez-moi des indicateurs, etc. Puis, alors, déjà, on n'avait rien à leur montrer, puis en plus, c'était complètement foiré, si jamais on leur montrait des trucs, c'était complètement imbuvable. Mais maintenant, depuis début 2018, on n'a plus aucune entreprise qui nous a posé cette question, qui nous a parlé de ROI. Les entreprises, quand on va voir, c'est ok, on veut mettre en place des choses sur la qualité logicielle, mais on a mis ça en place, on ne sait pas comment faire, on essaye de diffuser des bonnes pratiques, etc., mais on ne sait pas comment faire, etc. Donc là, on est passé sur un moment où les entreprises savent qu'il faut faire vraiment quelque chose sur la qualité logicielle. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour travailler là-dessus. Donc le but en fait pour ces entreprises, c'est pas fou, c'est réduire le risque qui est lié à leur développement,
pas se retomber dans le cas par exemple de BNP il y a quelques semaines qui est tombé en rade pendant plusieurs semaines, voilà. C'est pas forcément lié à ça, mais en fait souvent ça va être des très mauvaises images pour les entreprises quand on va avoir le moindre bug qui va arriver. Réduction des coûts évidemment parce que on va améliorer la vélocité de développement, valorisation de ce qu'on fait, donc on a pas mal de boîtes qui jouent sur ça, hein. Je citais Octo tout à l'heure, il y en a plein en France qui jouent vraiment sur la partie qualité et qui se disent nous voilà, on est expert en qualité, on met en place des méthodes, on a des craftsmen justement, on fait appel à des experts, etc. Et du coup ça permet de valoriser ce qu'on fait auprès des collaborateurs en disant voilà, auprès des devs, tout ce qu'on fait c'est bien, c'est de qualité, vous avez du temps pour bosser là-dessus, et auprès des clients évidemment en leur disant voilà, tout ce qu'on fait c'est de qualité, donc c'est mieux peut-être que le concurrent d'à côté, etc. Et du coup il y a une partie RH qui est assez forte, et on voit des boîtes qui malheureusement, mais bon du coup c'est cool pour nous en tant que développeurs, qui jouent vraiment sur cette partie RH en se disant on va investir sur la qualité en disant qu'on fait de la qualité, en mettant des choses en place, en laissant du temps pour les devs, etc. Et derrière, ça nous permettra de recruter des personnes qui sont un peu expertes sur le domaine, qui vont avoir envie de venir, et ça va permettre de retenir des talents et pas de perdre des personnes si jamais ils se rendent compte qu'on fait rien sur la qualité. Donc il y a des gens il y a des boîtes qui jouent vachement sur le côté RH là-dessus. Et du coup, ça peut augmenter la qualité, donc ça, à la limite, c'est cool. On se retrouve aussi avec pas mal de boîtes du coup qui disent moi j'installe Jira, donc je fais de l'agile, je suis une entreprise agile et libérée, et voilà. J'installe un baby-foot et je suis une entreprise qui a une super valeur ajoutée pour les développeurs. Ça, c'est des raccourcis qui sont un petit peu faux, beaucoup faux, et qui existent sur différents trucs. Par exemple, on installe du Docker et du Jenkins, et du coup, on est DevOps, quoi. Voilà. On sait pas ce que c'est, mais voilà, on fait du DevOps, on est super cool. Et là, on a pas mal de boîtes qui en ce moment installent Sonar et puis se disent, je fais de la qualité logicielle. Donc, j'installe des linters, et donc, dans ce cas-là, je suis top sur la qualité logicielle, etc. Mais derrière, il n'y a aucune pratique, il n'y a aucun truc de TDD, etc. C'est vraiment des raccourcis qui sont faits et qui mettent un petit peu en parallèle quelque chose avec vraiment des outils. C'est pas les outils qui vont nous permettre de nous dire si justement on est bon ou pas, mais ça va être vraiment toutes les pratiques qu'on met en place derrière autour de ces outils, autour des indicateurs et autour des outils, comment on va s'en servir justement pour s'améliorer là-dessus et pas uniquement avoir ces outils qui tournent et puis se dire si le Sonar me dit que c'est vert, ça veut dire que je suis vert et que mon truc est maintenable dans le temps, etc. Ça c'est complètement faux. En fait, en réalité, la plupart des boîtes qui installent ces outils-là, elles arrivent sur pas mal de problématiques. Alors, la première, c'est que dans les équipes, c'est super hétérogène. On a des personnes qui sortent juste d'école, on a des personnes qui sont experts depuis 30 ans sur une techno, et puis d'un seul coup, on passe en React, etc. On a des personnes qui sont experts en React. On a vraiment une partie vraiment super hétérogène dans les équipes, qui fait que déjà, il va falloir communiquer, il va falloir diffuser tout ce qui est bonne pratique, il va falloir se mettre d'accord sur des pratiques de développement, etc. Donc, ça va être déjà la première problématique. Alors, ensuite, à partir du moment où l'entreprise est un peu grande, donc là, justement, je parle plus de start-up, mais de boîtes un peu plus grandes. On a un vrai problème de diffusion des bonnes pratiques. Comment est-ce qu'on fait pour, lorsqu'on a mis un truc en place, de diffuser sur des équipes les unes après les autres, trouver des sponsors, etc. C'est assez compliqué. Et c'est une vraie problématique qui va faire que ça va nous freiner, en fait, sur tout ce qui va être bonne pratique. Tout ce qui va être turnover, évidemment, si on se met à former des gens, puis que toutes les 2 semaines, en fait, on a la moitié d'équipe qui change, ça va être super compliqué. Et un truc qu'on voit de plus en plus, c'est les projets, justement, qui sont en offshore, avec des boîtes qui sont bordelaises ou qui sont partout en France, et qui font appel, en fait, à des développeurs dans d'autres pays. Ça amène pas mal de problématiques sur la qualité, parce que il y a tout ce qui est revue de code qui est super important à mettre en place. Si jamais on veut aller pousser des pratiques sur les équipes en remote, c'est super compliqué. Il faut avoir des gens vraiment sur place qui puissent bosser là-dessus. Donc, le fait qu'on manque un peu de développeurs à Bordeaux ou en France et que on a des développeurs qui sont pas chers sur les pays de l'Est ou à Cuba, au Madagascar, n'importe où, ça va amener plein de problématiques dans les années à venir justement sur cette partie qualité logicielle. Parce que si on n'arrive pas à suivre ce qui se passe vraiment en interne, on va se retrouver sur des logiciels qui très rapidement, je l'ai vu dans des boîtes dans lesquelles j'ai bossé, on va arriver sur des vraies problématiques de qualité à ce niveau-là. À côté de ça, évidemment, on a tout ce qui est conduite du changement. Bon, ça, c'est un truc qui est général, qui existe aussi pour l'agilité, etc. Mais on va pas, du jour au lendemain, dire à une équipe, vous passez en full TDD et vous faites du test permutation sur vos projets, quoi. Ça va prendre du temps, il faut y aller petit à petit, parce que c'est vraiment des pratiques qu'on va changer. Donc vraiment, à ce niveau-là, ça va être assez compliqué de mettre ça en place à grande échelle. Et évidemment, ce qu'on retrouve le plus souvent, ça va être des problèmes de communication, où justement, c'est hétérogène entre les différentes équipes, où on ne sait pas trop justement sur quel truc fonctionner. Il y en a qui vont mettre en place un truc dans leur coin, mais ça va pas du tout être répliqué à côté, donc on a des vraies disparités entre les équipes dans les entreprises. Donc ça va être vraiment quelque chose qui va avoir tendance justement à nous rajouter de la dette, le fait que tout soit hétérogène derrière. Donc ce qui est marrant, c'est qu'en 2019, là, on a un rôle qui est apparu dans différentes boîtes qui s'appelle le coach software craftsmanship. Donc c'est comme le coach agile en fait,
mais pour le software craftsmanship. Donc c'est vachement mieux. Mais c'est un rôle en fait qu'on a vu apparaître il y a vraiment pas longtemps. Et donc on a des personnes dans les boîtes qui se disent justement coach software craftsmanship et qui viennent mettre en place des événements, qui viennent mettre en place des BBL, qui viennent essayer de suivre justement ce qui se passe dans les pratiques. Et du coup ça montre que les boîtes en fait se sont mis à investir là-dessus vraiment sur tout ce qui est pratique, sur tout ce qui est échange, etc. Là c'est le cas de grosses boîtes, type Air France, etc. Et ce qui est marrant, c'est que ça nous fait un vrai parallèle avec l'agilité. Donc l'agilité, il y a 5-10 ans, toutes les boîtes se sont mis à prendre des Scrum Masters, des coachs agiles, etc. Il y a eu pas mal de trucs là-dessus. Et du coup, elles sont toutes passées sur une démarche un peu agile. Et là, on commence à avoir vraiment depuis peu des boîtes qui font la même chose sur le software craftsmanship en disant, nous, on a des super pratiques, nous, on organise des BBL et des coding dojo une fois par semaine, etc. Et donc, on a l'impression que, donc je sais pas si ça va vraiment être le cas, c'est complètement subjectif ce que je vous dis, mais nous, on a vu pour pas mal de boîtes, en fait, vraiment ce scénario-là qui arrive depuis 2018 à peu près. Et là, c'est vraiment pour des boîtes objectif 2019, c'est marqué, diffuser le software craftsmanship dans l'entreprise. C'est assez marrant. Donc à côté de ça, on a de plus en plus d'événements qui sont organisés. Ça aussi c'est cool, que ce soit sur Bordeaux ou un peu partout. Donc tout ce qui est meet-up, etc., il y en a vraiment de plus en plus. Et le but de tout ça, évidemment, ça va être de pouvoir diffuser ces bonnes pratiques. Donc comment on fait? Donc toujours pareil pour s'améliorer en continu là-dessus. Donc c'est vraiment ce qui est poussé par le software craftsmanship. Donc ça va être le compagnonnage, ça va être l'amélioration continue, la recherche de l'excellence vraiment technique sur la partie technique ou sur les pratiques qu'on va mettre en place derrière. Donc c'est vraiment tout ce qui est lié au software craftsmanship. Et ce qu'on voit par contre en conclusion, c'est que c'est encore super hétérogène entre les entreprises. On se retrouve avec deux boîtes qui sont en concurrence directe sur le même marché, sur le même truc. Ça pourrait être deux banques ou quoi que ce soit. Et on va avoir une boîte qui fait super attention à sa qualité logicielle et une boîte qui met ça complètement à côté et qui se dit non, c'est pas la priorité, là on investit sur autre chose, etc. On externalise tous nos trucs, etc. Et ces boîtes pourtant sont en concurrence directe et font le même chiffre d'affaires, etc. Et là, si nous on devait parier sur une boîte, évidemment, vous ne demandez pas sur laquelle on parierait. C'est vraiment bizarre qu'actuellement ce soit si hétérogène entre les entreprises, que les entreprises qui jouent vraiment sur la qualité, etc., et d'autres qui soient complètement à l'ouest, parce que derrière on fait le même métier, derrière on produit la même chose, etc. Donc c'est ça qui est triste en fait, c'est que tant que les personnes justement à la direction de ces boîtes se rendent pas compte de l'importance que ça a justement de faire de la qualité, on va continuer à avoir des boîtes qui naviguent un petit peu à vue avec des œillères et qui derrière vont produire des choses qui sur le moment vont marcher, mais 2-3 ans plus tard ça va être beaucoup plus compliqué pour la boîte. Donc c'est encore plus vrai à l'échelle des startups, parce qu'on voit des startups qui font très très vite, qui sortent des trucs très rapidement, puis dès qu'il faut faire la moindre évolution, là ça passe plus, parce qu'en fait on est complètement bloqué. Mais avec les grosses boîtes, ça coûte encore plus d'argent. Donc c'est vraiment la grosse conclusion là-dessus. C'est fini. Merci. Donc du coup, là il va y avoir une session de questions, je pense. C'est bien ça, monsieur? Moi ça ne me dérange pas du tout. Justement le plus important, c'est quand même les échanges qu'on peut avoir derrière ça, parce que la plupart des boîtes dans lesquelles vous bossez, je ne sais pas du tout lesquelles c'est. Et du coup, c'est toujours intéressant de voir justement comment les boîtes gèrent ça à leur niveau, qu'est-ce qui est mis en place actuellement, etc. Donc c'est en ça qui est intéressant pour nous. Comment tu gères des clients qui sont en mode technique de l'autruche? C'est que le sonar il est ouvert, tout va bien, alors c'est une catastrophe derrière. Putain, question de merde. Là, en fait, vraiment, le truc, ça va être la sensibilisation. Ça va être sensibiliser, justement, et essayer de présenter un petit peu comme ferait un artisan, en fait, qui va vous dire, la maison, je vais la construire comme ça. On va pas arriver, nous, en lui disant, en fait, la maison, fais-la en 3 jours, et puis, je veux juste que ça ressemble à ça, donc tu vas le faire rapidement. C'est l'artisan qui est maître de son travail et qui est vraiment le professionnel là-dessus. Donc, ça va être à lui, justement, de nous dire, non, là c'est pas possible, ça se passe pas comme ça, là, si jamais vous faites ça, dans 3 jours ça va péter, etc. Et c'est là en fait où la dernière valeur du software craftsmanship, qui est les partenariats productifs avec les clients, qui est un peu dur à suivre. Et justement ça va être ça en fait, ça va être comment est-ce qu'on fait pour échanger avec le client et pour vraiment lui expliquer que d'accord, on peut faire ça rapidement, donc on va créer de la dette en fait, on va faire un petit raccourci, mais derrière il va falloir le rembourser, parce que sinon dans 3 mois en fait tous les développements qui vont passer là-dessus, ils vont prendre plus de temps, etc. Donc il y a vraiment une partie sensibilisation qui est à avoir avec les clients, qui est super importante. Tu parles de dette, il n'y a pas que la dette, c'est aussi la pourriture logicielle. Il y a aussi la pourriture logicielle, tout ce qui va être fait, voilà. La pourriture logicielle plus que de la dette. Alors, tu t'engages. Alors, chacun a ses définitions justement de la dette technique, c'est d'Arnaud Le Maire. En fait, la dette technique,
technique, on peut le voir soit comme une dette qu'on contracte, mais on est conscient de ce qu'on fait, c'est-à-dire on fait un raccourci dans l'implémentation, on est conscient qu'on le fait, donc on est conscient qu'on doit le rembourser plus tard. Soit après, il y a tout ce qui est pourriture logicielle, qui est vraiment justement des méthodes trop complexes, des if imbriqués à 15 niveaux, etc. Ça, pour le coup, c'est vraiment de la pourriture logicielle. Pour moi, enfin pour ma vision complètement subjective et tout, la dette technique c'est un peu un mix des deux, quoi. C'est le côté on allait vite, on a fait des trucs, on n'a pas fait gaffe, on n'a pas fait de la meilleure manière en fait de faire la première fois, et du coup ça c'est une sorte de dette qu'on va devoir rembourser, même si c'est involontaire en fait, même si c'est parce que on n'avait pas la connaissance que ce framework qui fonctionnait de telle manière. Donc nous on a fait un truc qui n'était pas du tout, avec Angular et NGRX par exemple, c'est un bon exemple, hein. On peut faire vraiment des trucs qui sont assez horribles et super complexes, alors qu'il y aurait moyen de faire vachement mieux. Et ça, en fait, c'est pas volontaire, mais il va falloir le rembourser plus tard, quoi. C'est vraiment un choix, c'est qu'on fait, on verra plus tard. Ouais. Et en général, quand on dit on verra plus tard, on verra jamais. Hein. C'est très très rare. C'est ça. Ouais. Je suis d'accord avec tout le message là que tu véhicules. Et une pratique que je fais, alors déjà je voulais répondre pour la dette technique. Moi j'en contracte comme tous les développeurs. Par contre, je trace tout ça sur un ticket Jira ou n'importe, tu me le notes. Et du coup, tant qu'elle est identifiée, la dette technique, ça te permet de la maîtriser. Et lorsqu'il y en a trop, il y a un moment, tu vas faire une base dessus, tu vas pouvoir la vendre aussi. Nombre de story technique qui reste dans ton backlog, ça sera quand même un argument qui va, voilà, nous on a déjà tout ça, il y a un moment où on ne peut pas prendre encore de nouvelles fonctionnalités, on va perdre en efficacité. Ou pas le triangle non plus. Pardon. Le triangle. Et alors, au quotidien, pour en fait, rassembler un peu l'équipe, pour que en fait, les développeurs de l'équipe échangent un peu plus sur ce qu'ils voient dans le code et tout, j'ai créé une sorte d'atelier technique une fois par semaine. On se regroupe et on parle what the fuck on a dit dans le code, telle façon, on n'est pas d'accord entre deux personnes, et ben on va réunir tout le monde, on va tacler une issue, un sujet ensemble, et ça nous a permis un peu de sortir avec des décisions communes, et on sait pourquoi on a pris telle décision. D'ailleurs, ces décisions, on va pouvoir les re-challenger dans le futur, pourquoi pas. Et ça nous a permis un peu de tout standardiser et de commencer à avancer un petit peu dans le bon sens. Alors c'est vraiment bien effectivement de fonctionner comme ça. Nous, tout ce qu'on essaye de pousser dans les boîtes, c'est vraiment de pouvoir parler de qualité et pas uniquement de parler de fonctionnel. Donc ça veut dire que pendant les sprints, si jamais on organise un sprint, il faut que pendant la revue, justement, on parle de qualité, on parle de ces différents indicateurs, de ce qu'on a mis en place, etc. Donc on parle de points vraiment techniques là-dessus, et pas uniquement de fonctionnel. Et effectivement, le mieux, c'est de créer des rituels comme ça, où on peut échanger sur des trucs qui sont vraiment liés à la technique et à la qualité. Donc c'est vraiment ce qui est mieux, c'est de pouvoir échanger un petit peu à ce niveau-là à différents moments du projet. Et c'est pour ça que du coup, ça nous permet de rajouter de la qualité en continu, sans avoir forcément à rester sur une partie fonctionnelle et puis plus tard justement, remettre à plus tard tout ce qui va être technique. Et effectivement, quand tu commences à stacker tout ce qui est dette technique, à le mettre sur une tâche Jira par exemple, là il faut réussir à le vendre au client après en lui disant, ou au responsable, en lui disant bon mais je sais qu'il y a plein d'urgences, etc. Mais là il faut qu'on passe sur celle-là qui va nous prendre plusieurs jours parce que elle est en lien par exemple avec ce qui va arriver fonctionnement derrière. Donc on est obligé de faire ça avant de lancer une nouvelle fonctionnalité. Et là on s'impose un peu en disant si on fait la fonctionnalité maintenant, la dette va encore grossir, ça nous prendra encore plus de temps, donc en fait ce ne sera pas un jour de perdu mais ce sera 4, et c'est là où il faut échanger avec les personnes, etc. Mais ça dépend des boîtes, c'est ça la difficulté, c'est que... Estimer en fait le temps que tu passes, le coût en fait le coût de ton raccourci en fait. Estimer, tu peux le vendre un peu plus tard, on vient dire en fait sur chaque story, maintenant on a une grosse story, on va prendre une petite tâche, on va faire en allant parce que sinon on ne prendra jamais le temps de le faire et on va le payer bien plus tard. Ouais. Et un moment, c'est que ton taf, c'est toi développeur. Voilà, on est des artisans du code, c'est à toi de savoir aussi prioriser lors de ton taf. Oui, il faut que je fasse cette grosse feature, sauf que ma feature elle concerne aussi ce fichier-là qui est embêté, et du coup je repasse dessus en même temps de ma story. C'est ça. J'ai un petit commis de nettoyage et après c'est parti pour la feature. C'est exactement ça. Ouais. C'est pas forcément faire le focus sur des trucs, sur des parties du code qui n'auraient pas de sens maintenant en allant les corriger, mais c'est de se dire je suis en train de passer sur une partie du code qui est assez endettée, qui est pas terrible. Si je passe dessus, il y a beaucoup de chances qu'en fait il y a plusieurs personnes qui passent dessus par la suite. Donc là, si on peut l'améliorer et faire un refacto à l'intérieur, c'est tant mieux parce que du coup ça nous permettra à nous de gagner du temps
et aux personnes qui vont suivre justement de gagner du temps. Parce que du coup, quand on écrit du code, en fait, il va passer beaucoup plus de temps à être relu par les autres personnes que le temps qu'on a mis à écrire. Mais surtout, alors c'est ce qui est dit justement dans le livre Clean Code, ça nous aide même à nous, parce que quand on écrit du code, on lit du code. Donc en gros, on est nous-mêmes en train de lire le code qu'on a écrit. Donc si on comprend même pas ce qu'on est en train d'écrire ou que c'est un peu trop complexe, on perd du temps sur ce qu'on est en train d'écrire maintenant. Donc imaginez après sur des personnes qui vont suivre, qui arrivent 6 mois après ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et c'est pour ça que du coup justement ce que pousse ce craftsmanship, c'est de se dire il faut qu'en tant que développeur on soit capable de sortir de la fonctionnalité, mais il faut aussi qu'on soit capable, comme tu dis, d'estimer le crap un peu qu'on a rajouté et de se dire là ça c'est pas terrible. Il faut le garder en tête et il faut pouvoir communiquer avec les responsables en disant là il y a eu un raccourci qui a été fait sur cette partie du code là, donc ça se voit pas du tout, fonctionnellement ça marche, mais sachez que c'est là quoi. Sachez que c'est là et qu'il va falloir rembourser. Et c'est vraiment ça qui est important. Du coup au niveau justement responsable même gestion de boîte, comment vous arrivez à faire passer ce message là parce que justement j'ai mis les pieds dans le plat sur ce côté qualité de code où en fait on a une équipe qui est compétente, qui a envie de faire de la qualité et à qui on laisse absolument pas le temps. C'est juste pas possible. Alors ce qu'on fait en général c'est que... Vous arrivez à le vendre, justement à discuter avec la responsable, normalement tu leur expliques que si tu fais de la qualité, tu vas faire gagner de l'argent. Ouais. Mais ça justement ils ne l'entendent pas forcément. Ouais. Alors nous on sort des belles études avec des chiffres complètement à moitié aléatoires, qui permettent justement, enfin c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, justement les études qui disent que ce qui passe bien c'est les 42%, en disant 42% du temps de dev en fait c'est du temps perdu à cause de la dette technique. Donc si jamais vous investissez un petit peu là-dessus, vous allez réduire ce temps à je sais pas à 15 ou 10%. Donc c'est semi-bullshit, mais c'est vrai quoi. Et derrière, vous allez gagner temps par dev, par mois, etc. Enfin, on me demandait justement ça, et du coup on a sorti un truc en disant 42, on fait moins 10, et puis on prend 300 devs, on fait une soustraction, etc. Puis ça sort, je sais pas combien de centaines de milliers d'euros par mois, etc. C'est un truc qui peut passer, mais ce qui est mieux quand même, c'est de présenter aux responsables ce que c'est que la dette technique, ce que c'est que justement d'avoir des bugs qui arrivent à côté de ça, enfin à cause de ça, ce que c'est que d'avoir du temps de développement qui s'allonge à cause de ça. Donc il y a vraiment une partie échange. En général, les gens l'entendent bien parce qu'on est un peu extérieur et qu'on a déjà vu plein de trucs. Donc ce qu'on sort souvent, c'est des retours d'expérience en disant voilà, dans la plupart des boîtes, ils ont mis ça en place puis c'était bien. Eux, ils ont pas mis ça en place justement, c'était pas bien. Donc ça permet justement d'avoir cette image-là. Mais après, on a forcément des boîtes. Nous, on a des boîtes qu'on... Ouais. Pour que les équipes tech puissent prendre la responsabilité, il faut aussi que les gestionnaires laissent une partie de cette responsabilité. C'est exactement ça. Et alors pour tout avouer, nous on a fait un choix là, qui est on va voir pas mal de boîtes, on voit comment ça se passe, on essaye de les accompagner, et les boîtes qui sont en mode non mais moi je m'en fous de mes développeurs, etc. Machin, on laisse tomber. On les a mis de côté et on se dit on reviendra les voir plus tard, etc. Ça passe pas. Si vraiment on pousse et que les mecs ils nous disent voilà. Sortir des indicateurs. Tu peux sortir le nombre de bugs. En fait, on est à un stade où même les indicateurs. Pas le temps de sortir les indicateurs. Tu montres le nombre de bugs qui explosent. Ouais, c'est ça. Leur test descend et tu peux aussi prendre le temps que tu mets à régler un bug, parce qu'il va agrandir avec le temps. Et en fait, tu montres les autres arguments. En fait, si on aime d'être technique contrôlée, si on travaille notre quelque chose, on va rester en fait dans une croisière. Ça c'est important que tu peux sortir des indicateurs de coverage assez rapidement, donc de bugs, etc. Tu peux sortir rapidement. Ça va leur parler. Il faut aussi avoir l'argument qu'on montre, c'est t'as fait des bugs, t'as compétent. Ouais, c'est plutôt ça qui ressort. L'équipe tech a fait des Un client, tu donnes un chiffrage, c'est quoi les tests là? Les tests, moi l'application elle marche. Tu peux Ça sert à rien. dans l'autre sens aussi. Il y a la transparence aussi, il y a le droit à l'erreur, il y a plein de valeurs qui est dans l'entreprise pour nous permettre de travailler sereinement. Et ça. Si vraiment le client, nous on a eu des cas de boîtes qui c'est vrai que nous on a eu le cas de personnes qui se sont dit le client n'a pas payé pour les tests donc on fait pas de tests, et c'est typiquement le genre de boîte. Et après on a dit à bientôt, puis des personnes étaient déprimées en plus, c'était une horreur, mais voilà, c'est souvent, alors
plus ça va et moins ça arrive quand même. Avant, on avait plus de cas comme ça, et maintenant, avec tout ce qui se passe justement sur l'IT, ils savent très bien que c'est des coûts qui peuvent être énormes. Donc il y a quand même de plus en plus de clients même qui savent que oui, il faut investir sur la qualité. Et c'est pour ça qu'on trouve des boîtes avec des personnes avec un TJM énorme et d'autres boîtes où c'est ridicule. Parce que justement, il y a vraiment une différence en fait entre ce qu'on va fournir en termes de qualité. Et à partir du moment où le client a compris, c'est comme quand il va acheter une maison qui va être en carton-pâte, un truc un peu pourri, et une super baraque. Il va se dire, voilà, c'est derrière, il va avoir un truc de qualité. Et là, le client sait pourquoi il paye. Mais effectivement, c'est comme tu dis, j'ai bien aimé ta réponse, tu vois, considère que j'ai dit ça comme réponse parce que c'est mieux que ce que j'ai dit. Mais vraiment, sortir ses propres indicateurs sur l'équipe. Nous, on a vu des projets en fait sur lesquels on a bossé où quand on est arrivé, des personnes se sont mises à calculer ces indicateurs. Justement, un petit peu le temps par feature, etc. Même si eux-mêmes en fait savaient que c'était pas forcément vrai, mais ça leur a permis d'avoir une estimation, etc. Et ils se sont basés un peu sur ça après, mais j'étais responsable technique et j'ai abandonné mon poste de responsable technique. D'accord. Parce que je n'avais pas fait des Et en fait, quand tu sors les indicateurs sur un projet, on a des dépassements de projets qui sont monstrueux, c'est-à-dire que le coût, on le sent bien, sauf qu'en fait, cet impact-là, il est répercuté sur l'équipe de dev. C'est-à-dire qu'en gros, le code est pourri, la dette technique, elle est là, et elle est là parce que vous faites du mauvais boulot, mais en gros, c'est vous qui l'avez créé, donc démerdez-vous, vous réglez les problèmes. Et du coup, on arrive dans un autre truc, c'est que on commence à avoir des équipes qui sont de plus en plus fatiguées, la dette technique est de plus en plus grande. Les découragements, etc. Tu vois, c'est vraiment ça, à l'intérieur. Le syndrome, justement, du dev qui va bientôt se barrer. Et justement, c'est aussi l'intérêt de venir avec pour avoir l'avis d'autres développeurs, parce que je connais pas beaucoup de développeurs qui ont envie de faire de la qualité et d'être bien dans leur travail. Et du coup, je vais voir qui sont pas là ce soir. C'est tous ceux qui sont pas là. C'est une réalité. Et c'est du coup comment arriver à faire changer la façon de voir cette fameuse dette technique qui est créée justement par pas que par la tech. Tu vois, c'est le slide sur les contraintes justement IT, etc. Montrer les features qui ont été développées. Mais en fait, on bosse en agile, mais c'est pas l'agilité. C'est pas l'agilité. Est-ce que vous avez Jira? C'est bon. Au mieux les gestionnaires, au pire le client qui nous dit ce qu'il veut pendant 2 semaines. Et donc, du coup, quand tu demandes l'impossible avec tes devs, ils te le font, mais c'est dégueulasse. Tu veux faire bien en fait. Il y a quand même un truc, c'était Pedro Santos qui se posait des questions, qui avait fait des études sur comment intégrer, notamment toutes les pratiques de software management dans une entreprise. Il disait comment on peut imposer ça par exemple aux développeurs. Comment on peut dire de manière générale ça. Et la remarque c'est on ne passe pas ça aux développeurs et du coup ça reste de l'ordre de la culture d'entreprise. Ouais. Une culture d'entreprise, soit ça vient de l'extérieur avec une société qui va pouvoir amener ça, donc en mode ah putain on savait pas, on va le faire. Ça peut être pas mal. De l'intérieur, c'est plutôt très difficile. Le seul moyen, c'est toi d'en être convaincu, de te former, trouver des moyens de te former, potentiellement en fait, et l'introduire dans l'entreprise en faisant avec les devs. Ce qui est assez frustrant, en fait, c'est que l'équipe demande l'autorisation. Mais en fait, parce qu'on demande l'autorisation, c'est que tu peux dire. Et en fait, tu n'as pas l'autorisation, c'est que tu n'as pas le temps. C'est-à-dire que déjà, c'est un temps à justement travailler